Donc, on a Morgane, puis en plus, je la voyais présente depuis assez longtemps, là, dans la discussion Zoom, là, ça faisait très longtemps qu'elle essayait de réchauffer et de réserver sa place. Donc, il y a Stacy qui vient de Trois-Rivières et qui est propriétaire d'une pension canine et aussi propriétaire de trois chiens. Donc, encore une fois, ben, si jamais vous avez envie de vous présenter, de dire d'où est-ce que vous venez, si vous êtes propriétaire de chiens ou davantage éducateur canin, n'hésitez pas à le mettre dans le chat box. Ça va m'aider un petit peu plus à adapter le contenu du cours aujourd'hui. OK. Donc, on a Linka qui est avec nous ici, donc qui vient de la Beauce et elle est éducatrice canine diplômée ECP et elle a pris beaucoup de formations avec Évolution canine aussi. Donc, je suis contente de te revoir parmi nous. Donc, aujourd'hui, la formation ou la conférence, plutôt, ça va davantage nous aider à comprendre à quel point nos animaux et à quel point nous-mêmes, à titre d'individu, à titre d'humain, on a réellement le contrôle ou non sur nos actions. Mais on va aussi regarder par la suite, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir du contrôle, par exemple, ou venir changer les choses lorsque vient le temps de gérer des comportements qui sont plus difficiles. Donc, parfait. Donc, on va pouvoir commencer. Juste un petit moment, j'ajuste mon écran. Parfait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Simone Raffa. Donc, je suis éducatrice canine depuis 2012. Donc, ça semble faire un siècle maintenant pour moi. J'ai fondé Évolution canine qui s'appelait anciennement Demain de maître. Puis au fil des années, ben, je me suis spécialisée un petit peu plus dans les cas d'agressivité et aussi de réactivité, étant donné que c'est vraiment les cas les plus courants, là. C'est-à-dire que généralement, ben, quand on nous contacte à titre d'éducateur canin, c'est parce qu'il y a une problématique qui est assez dérangeante avec le chien. Donc souvent, ben, ça a rapport à ces deux problématiques-là. Pour ceux qui me connaissent, ben, vous savez aussi que j'ai une passion pour tout ce qui est chien de travail, de type par exemple malinois, berger allemand. D'ailleurs, j'en ai deux de chaque. Puis aussi, ben, j'aime beaucoup tout ce qui a rapport à l'obéissance compétitive, au sport canin et évidemment, je pense pas surprendre personne, tout ce qui a rapport au comportement animal. Et aussi, ben, j'ai un intérêt qui est marqué pour le développement d'un esprit critique, logique et scientifique dans le domaine canin. Puis justement, mais dans les dernières années, j'ai commencé à étudier un petit peu plus la philosophie. Puis la philosophie, c'est pas simplement des données abstraites qui servent à rien ou de juste se questionner et finalement de jamais avoir de réponse. Donc la philosophie, ça sert juste à mieux comprendre le monde dans lequel on vit et l'esprit humain. Et à la base, philosophie et science, c'était pas deux matières qui étaient séparées, c'était ensemble. Donc la science, c'est comme si c'était un petit peu l'enfant de la philosophie. Mais on va voir après à quoi ça sert de savoir ces choses-là pour modifier le comportement de nos chiens. Donc, je me suis forcée pour relier le tout à la pratique. Donc, qu'est-ce qu'on va voir en premier temps? Mais c'est qu'est-ce que le libre arbitre? On va voir c'est quoi le déterminisme chez le chien, mais aussi comment ça peut s'exprimer chez l'humain. Par la suite, on va voir un petit peu quelques données par rapport à la conscience et aussi à l'illusion qu'on a dans notre vie de tous les jours de faire des choix, nous-mêmes à titre d'être humain. On va voir par la suite comment ça vient s'imbriquer avec l'analyse du comportement appliqué, qui est un modèle qu'on utilise pour venir modifier le comportement de nos chiens, mais aussi des humains. Donc, c'est énormément utilisé pour venir, par exemple, changer les habitudes de certaines personnes. Et on va voir par la suite comment ça peut nous aider à obtenir des solutions vers une relation apaisée avec nos chiens ou bien de guider les propriétaires de chiens à être peut-être un petit peu moins émotifs en ce qui concerne les problématiques qu'ils vivent avec leur animal, étant donné qu'ils comprennent mieux les tenants et aboutissants. Donc, encore une fois, si c'est la première fois que vous suivez une formation avec moi aujourd'hui, ça risque d'être un petit peu plus costaud, mais par contre, je pense que ça vaut quand même la peine de s'y attarder. Donc, premièrement, mais qu'est-ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous venez faire un petit exercice avec moi.
Donc, le premier exercice, c'est l'exercice du choix de la pensée. Donc, j'aimerais ça que vous veniez fermer les yeux pendant quelques secondes et inquiétez-vous pas, je vais pas en profiter pour vider vos poches. On est à distance, tout va bien. Puis, j'aimerais ça que vous veniez observer les pensées qui apparaissent à votre esprit. Donc, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir quelques pensées générées dans votre tête. Bien, ces pensées-là, est-ce que vous les avez sélectionnées? Est-ce que vous les avez choisies ou bien elles ont, en quelque sorte, émergé par elles-mêmes? Donc, la réponse que la plupart des gens devraient avoir, c'est les pensées ont été générées par elles-mêmes. C'est pas vous qui avez décidé d'avoir telle ou telle pensée. C'est juste une espèce de grouillement qui se passe dans votre tête. Donc, à ce moment-là, ben, souvent, on va dire que on choisit consciemment certaines choses, mais dans les faits, si on ne contrôle même pas nos simples pensées, comment on peut venir par la suite mentionner que on a le contrôle sur le restant de notre vie alors qu'on ne contrôle même pas cette petite partie-là? On va voir plusieurs études scientifiques et plusieurs petits exercices et mises en situation par la suite qui vont vous faire découvrir à quel point la notion de choisir, de conscience, de libre arbitre, à quel point c'est en quelque sorte un peu une illusion. Ça change pas qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie de tous les jours, mais ça peut beaucoup changer notre conception des choses. Par la suite, il y aurait un autre exercice qui est l'exercice du choix impossible. Donc, par exemple, on pourrait penser à lever la main gauche ou la main droite. Essayez de contrôler quel est le choix qui va venir en premier. Donc, je donne quelques secondes pour faire l'exercice. Donc, est-ce que vous avez découvert le choix avant qu'il émerge dans votre tête ou bien ben, il est apparu et vous l'avez découvert en même temps? Donc, ici, ben, probablement que c'est la deuxième option, c'est-à-dire que le choix a émergé dans votre tête. OK? Donc, vous vous êtes dit, ah, ben, je lèverai la main droite et en même temps, ben, vous l'avez découvert par le fait même. Donc, bien souvent, on va avoir l'impression qu'on choisit consciemment nos actions quand dans les faits, notre cerveau a déjà un peu choisi avant nous. Donc, pour revenir à la notion du libre arbitre, parce que les petits exercices que je vous ai fait faire, c'était pas juste pour vous faire perdre votre temps. Et oui, ça a un lien avec les chiens, ne vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que le libre arbitre? Bien, c'est l'idée qu'un être vivant choisit librement ses actions sans être totalement déterminé par ses instincts ou son environnement. Quand on parle de déterminer, on parle du courant déterministe en philosophie qui vient, par exemple, mentionner que on n'est pas responsable de nos actions, étant donné que ces actions-là découlent de causes préalables. Donc, à ce moment-là, quand on dit donc, que l'animal ou l'humain choisit librement ses actions sans être totalement déterminé, c'est qu'on vient, par exemple, mentionner que l'individu a un espace de conscience pour pouvoir décider. Donc, en quelque sorte, quand il fait quelque chose ou quand il ne fait pas quelque chose, mais c'est de sa faute parce qu'il aurait pu faire autrement. Donc, on va explorer ça ensemble aujourd'hui. Et bien entendu, encore une fois, on va voir à la toute fin qu'est-ce qu'on peut mettre en application pour quand même avoir du pouvoir pour changer les choses avec notre chien. Ne vous inquiétez pas. Donc, on aurait une espèce de spectre dans les croyances des gens qui sont personnelles par rapport au fait que bah, soit on a une liberté de choix qui est indépendante des causes extérieures, c'est-à-dire que ben, j'ai la liberté dans ma vie de faire des choix, de prendre des décisions et que c'est indépendant du reste du monde. On aurait peut-être cet énoncé-là qui serait complètement à un bout du spectre, à gauche ici à l'occurrence, ou bien on aurait des gens qui auraient tendance à être déterministes de façon plus stricte, c'est-à-dire que on aurait des gens qui auraient tendance à croire que, eh bien non, 100% de nos comportements, de qu'est-ce qu'on fait, découlent de causes préalables, donc ni mon chien, ni moi-même ayons de pouvoir sur nos actions, on les subit davantage qu'on les choisit. Personnellement, ben, je fais davantage partie du deuxième clan. OK? Donc, on pourrait aussi avoir des gens, mais qui auraient tendance à osciller entre un ou l'autre, peu importe dans quelle direction.
C'est pour ça ici que je parlais de spectre. Et personnellement, ben, après des quelques années à étudier la philosophie, à faire le lien aussi avec le comportement animal, c'est davantage ce courant-là qui vient m'intéresser et c'est aussi un courant qui est davantage soutenu par la science. Ça ne veut pas dire que c'est vrai en soi, mais c'est davantage soutenu par la science et les neurosciences. On va voir quelques petites études par la suite. Donc, si jamais la question du libre arbitre et du déterminisme vous intéresse, ben, à ce moment-là, je vous ai mis deux livres ici que vous pouvez commander. Donc, les deux livres sont aussi, d'après moi, offerts en français. Je pense qu'ils sont même offerts aussi en audiobook, donc c'est super intéressant. Donc, chez l'humain, on aime penser qu'on décide par nous-mêmes, mais nos choix sont influencés par notre passé, nos émotions, notre culture et notre état interne. Plus on prend de temps à explorer qu'est-ce qui guide nos actions, mais souvent on se rend compte qu'il y a énormément de causes qu'on ne contrôle pas. Chez le chien, mais ça va aussi être pareil. Notre chien va sembler choisir, par exemple, de tirer sur la laisse, choisir d'aboyer, choisir de, par exemple, de monter sur le canapé alors qu'on lui a dit non. Mais en réalité, son comportement est vraiment influencé par sa génétique, son éducation, ses expériences et aussi le contexte du moment. Donc, on va voir par la suite, mais c'est quoi toutes les petites variables qui peuvent affecter le comportement de nos chiens et bien heureusement, mais c'est souvent en reprenant le contrôle de ces variables-là et non pas du chien en soi qu'on arrive à avoir un petit peu plus de contrôle sur le chien. Donc, on a l'impression d'avoir le choix, mais en réalité, nos choix et ceux de nos chiens sont toujours influencés par plein de variables qu'on ne contrôle pas. Donc, tout ce qui s'est passé avant le comportement. Donc, par exemple, si j'arrive tard le soir à la maison, que mon copain est super heureux de me voir, mais que j'ai faim, que je suis hyper fatiguée, que j'ai eu une mauvaise journée, ben peut-être que à ce moment-là que je vais avoir besoin d'être seule et que malheureusement que je vais être un peu bête avec lui. Mais si ma journée s'est passée autrement et que je suis pas fatiguée, ben à ce moment-là, mes comportements et donc mes actions vont être influencés différemment en fonction de qu'est-ce que j'ai vécu durant la journée. Donc, il y a eu plusieurs recherches qui datent quand même d'il y a relativement longtemps, c'est-à-dire au moins des années 80 par rapport au cerveau et par rapport à la prise de décision. Donc, qu'est-ce que certains chercheurs ont découvert, dont Benjamin Libet, c'est que le cerveau vient décider de nos actions avant même qu'on en soit conscient. OK? C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression dans notre tête de choisir certaines actions. C'est-à-dire qu'on va se dire, ah ben moi j'avais choisi de lever la main droite ou de lever la main gauche. C'est moi qui ai décidé. Mais on a vu tantôt que ce choix-là était généré, mais que c'est pas nous-mêmes qui l'avions décidé. Ben, dans les faits, ça s'explique étant donné que notre cerveau décide à notre place avant qu'on en soit conscient. Donc, l'expérience scientifique la plus connue de Benjamin Libet, c'est justement l'expérience qu'on a fait avec la main droite ou la main gauche. Et à ce moment-là, ben, il est venu mettre un électrogramme sur la tête des gens pour venir voir qu'est-ce qui se passait dans leur tête au moment de prendre une décision. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Ben, c'est vraiment que le cerveau prenait en quelque sorte la décision avant que les gens soient conscients qu'ils aient pris la décision. Donc à ce moment-là, ben, ça c'est vraiment très très intéressant parce que justement, ben, ça vient un peu plus appuyer le fait que ben, finalement, on n'est pas totalement maître de nos actions. Et votre chien non plus. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir dans le petit diagramme? Ben, c'est que le moment pendant lequel votre cerveau choisit, ben, ça s'est passé avant que vous, que moi, dans ma tête, que je me dise, ah ben j'ai choisi telle ou telle option. Dans les faits, mon cerveau a déjà choisi et moi, j'ai l'impression que c'est moi qui prends la décision et par la suite, l'action suit son cours. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça nous permet peut-être de se dire que, hey, avec nos chiens, ben lorsque mon chien prend la décision de ne pas m'écouter, lorsqu'il prend la décision de réagir au bout de la laisse alors que ça fait 40 000 fois que je pratique des exercices et qu'on a envie d'être fâché, ben au final, ben ça nous permet un peu d'être apaisé étant donné que ben maintenant on sait qu'on n'a pas à en vouloir à notre chien étant donné que ben même les actions
qu'il fait, c'est même pas lui qui les a choisis, en quelque sorte. Et on sait aussi que ça dépend de causes préalables. Donc, par exemple, comment ça pourrait s'exprimer dans un contexte peut-être un petit peu plus terre à terre chez nos chiens, mais ça serait, par exemple, pour une problématique d'aboiement. OK? Donc, on aurait un chien qui a tendance à énormément aboyer et évidemment, ben, ça vient irriter les humains. Mais ça pourrait s'expliquer de différentes façons et ça serait ici des causes qui viendraient en quelque sorte s'accumuler de façon mathématique jusqu'à finalement, au bon moment, venir créer le comportement. Donc, par exemple, on pourrait avoir la génétique qui viendrait faire en sorte qu'un chien aurait tendance à aboyer plus qu'un autre. Par exemple, ben, s'il y a des gens parmi vous, ben, en fait, oui, il y a Linka parmi nous qui a des samoyèdes. Les samoyèdes ont tendance à énormément aboyer. Donc, quand par exemple, j'ai un propriétaire soit de Samoyède ou de Berger Shetland qui me dit mon chien aboie, ben, dans les faits, c'est des races de chiens qui sont hyper aboyeurs. Il va falloir être un petit peu plus tolérant étant donné que ça fait partie des gènes un petit peu du chien. Donc, ici, en l'occurrence, ben, si le chien appartient à une race qui est sélectionnée pour la vigilance ou la garde, donc on peut par exemple penser au berger allemand, au Doberman, au Rottweiler, ben, peut-être que ça peut venir en quelque sorte expliquer et donner des causes préalables au comportement. Si aussi l'individu a des expériences passées, par exemple, ben, à chaque fois que le chien a aboyé, les gens qui passent devant la fenêtre ben, continuent à marcher. Mais dans la tête du chien, qu'est-ce que ça crée comme association? C'est que chaque fois que les gens passent devant la maison, si j'aboie, j'ai du contrôle sur la situation et les gens s'en vont. Une chance que j'ai aboyé, sinon, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce que les gens seraient rentrés dans la maison? Qui sait, en cas de doute, aussi bien aboyer. On pourrait aussi venir avoir l'environnement immédiat. Donc, par exemple, ben, si la maison a vraiment comme une grande fenêtre, ben, ça peut faire en sorte, ou une grande fenêtre qui donne sur la rue, mais ça peut définitivement faire en sorte que le chien va avoir plus tendance à aboyer. Donc, par rapport à l'environnement immédiat, un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est avec mes chiens dernièrement, je leur ai acheté des nouveaux lits pour le premier étage de la maison. Donc, premièrement, un coussin confortable, mais aussi une espèce de petite plateforme surélevée sur laquelle venir mettre le coussin. Puis dans les faits, qu'est-ce que j'ai pu noter, c'est que les aboiements la nuit ont diminué. Donc, dernièrement, qu'est-ce que j'avais vu apparaître, c'était davantage d'aboiements la nuit. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être qu'ils ne sont pas confortables lorsqu'ils dorment. Donc, je vais essayer d'améliorer leur confort la nuit. Comme ça, ils vont être plus motivés à rester couchés. Leur sommeil aussi va être de meilleure qualité. Ils vont avoir moins tendance à avoir des micro-réveils, donc à aboyer. Et au final, ça a complètement enlevé tous les aboiements. Donc, c'est pas que mes chiens se réveillaient la nuit pour aboyer et détruire mon sommeil. Non, c'est tout simplement qu'ils étaient inconfortables et qu'ils avaient besoin d'un endroit où dormir plus confortable pour que ces comportements-là, les aboiements qui émergeaient de la situation, en viennent à cesser. Donc, on pourrait aussi se dire, ben, une des raisons pour laquelle le chien a réagi, ben, c'est parce qu'un inconnu est passé devant la fenêtre. Mais s'il n'y avait pas une grande baie vitrée, ben, à ce moment-là, ça ne serait pas vraiment possible que le déclencheur puisse avoir un effet. Donc, par la suite, ben, si comme conséquence, comme on l'a vu un petit peu plus tôt, chaque fois que les gens passent devant la maison, le chien aboie et que les gens s'en vont et que le chien était, par exemple, plus craintif par rapport aux étrangers, ben, ça va venir renforcer ce comportement-là. Pourquoi? Parce que le chien comprend que quand il aboie, les gens s'en vont. Donc à ce moment-là, ça en vient une façon pour lui de, en quelque sorte, s'auto-rassurer. Donc, chez l'humain, d'un autre côté, si on a un chien qui aboie, mais qui serait notre déclencheur à nous? Ben, à ce moment-là, peut-être que comme comportement observable, ben, nous, on pourra avoir comme comportement le fait de crier ou de, par exemple, exprimer de l'exaspération. Et dans les faits, ça sera à 100% normal. Pourquoi? Parce que les aboiements et les bruits forts, en fait, les aboiements qui font partie des bruits forts, c'est probablement dans les aversifs
les plus intenses pour la majorité des mammifères. C'est-à-dire qu'on a tendance à détester les bruits forts. Donc, à ce moment-là, ça nous fait énormément réagir. Donc, à ce moment-là, ben, on pourrait être exaspéré, avoir des gestes qui sont plutôt brusques. On pourrait peut-être aussi avoir un ton un peu plus irrité. Mais ce comportement-là qui est observable pourrait lui-même avoir des causes. Par exemple, avoir une certaine génétique qui nous pousserait à être davantage prompt ou stressé ou qui serait davantage lié à l'anxiété. On pourrait aussi avoir certaines expériences passées qui nous mèneraient à avoir ces comportements-là. Par exemple, ben, je sais pas moi, dans une famille où ben, vous avez tendance à souvent communiquer en criant, mais peut-être que par la suite avec votre chien, vous allez avoir tendance à agir de cette façon-là aussi. Donc, un peu comme je le disais tantôt par rapport à mon retour de la maison, si je suis fatiguée ou non, ben, c'est sûr que vos réactions vont changer en fonction de votre état de fatigue, vos autres besoins. Donc, à ce moment-là, votre environnement immédiat va aussi compter. Par la suite, on pourrait aussi prendre en considération l'état interne. Donc, par exemple, si vous avez accumulé beaucoup de stress, si vous êtes fatigué, si vous avez faim ou si vous avez des douleurs physiques, par exemple, ben ça aussi, ça pourrait faire en sorte que vos réactions vont changer. Donc ici, ben, je pense qu'il n'y a personne qui a le même niveau de patience en fonction de son état de fatigue, de si par exemple il y a des allergies ou non, et de s'il est stressé ou non. Donc ça, c'est tout à fait normal et ça va venir moduler comment nos comportements vont s'exprimer. Et ça, ben, c'est tout à fait évolutif, c'est-à-dire que si on a moins d'énergie pour gérer certaines situations, on va réagir plus facilement par l'agression. C'est tout simplement logique et évolutif, même si c'est des réactions qu'on souhaite ne pas avoir et des réactions qu'on souhaite que nos chiens n'aient pas non plus. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence par la suite quand on réagit de façon un petit peu plus brusque avec nos chiens? Ben oui, nos chiens vont peut-être se taire de façon momentanée, mais souvent par la suite, on va se sentir coupable. Et aussi, ça va venir créer un peu un cercle vicieux où notre chien aboie, on va être exaspéré et par la suite, on va avoir un sentiment de culpabilité parce qu'on se dit au final, ah ben pourquoi je me fâche après mon chien? Donc, peut-être que les petites mises en situation qu'on a vues dernièrement vous ont permis de davantage commencer à comprendre comment peuvent fonctionner les causes préalables sur nos comportements, donc quels peuvent être leurs effets et leurs forces comme levier. Donc maintenant, ce que j'aimerais aborder, c'est la notion de conscience et d'illusion du choix. Bien entendu, ici, ça fait une diapositive, donc on va vraiment pas entrer dans les détails, mais dans les faits, notre conscience nous donne l'impression de décider alors que la conscience arrive après coup, comme on l'a vu dans les autres diapositives avec, par exemple, l'étude de Libet, où on voyait bien que ben, le cerveau avait décidé avant qu'on en soit conscient. Mais souvent, la conscience va arriver après coup, un peu comme un narrateur qui vient raconter une histoire, mais l'histoire est déjà en marche. Donc, on a vu un petit peu plus tôt que ben, on contrôle pas vraiment nos pensées, on contrôle pas vraiment non plus nos actions, étant donné que notre cerveau les décide à notre place avant qu'on en soit conscient. Euh, Aussi, on ne contrôle pas nos émotions. S'il y a une situation qui arrive puis qu'une émotion est générée, on ne contrôle pas l'émotion non plus. On ne contrôle pas non plus les chaînes de causes qui viennent guider nos comportements. Donc, comme on avait vu à l'autre diapositive, donc par exemple que ce soit notre génétique, nos expériences pensées, notre environnement immédiat, notre état interne. Donc, tout ça, ce sont des causes qui viennent s'accumuler de façon mathématique et qui augmentent de façon statistique les chances qu'on opte pour un comportement ou pour un autre. Et on ne contrôle pas non plus les conséquences de nos actions. C'est-à-dire que parfois, ben, on veut poser une action dans le but que ça ait une certaine conséquence. Par exemple, je sais pas moi, je me lève le matin et je veux aller me faire un café et j'appuie sur l'interrupteur pour commencer à me faire couler un café. Ben, ça se peut que le café coule pas si, par exemple, il n'y a pas d'électricité. Il y a de fortes chances que ça fonctionne, mais ça se pourrait que ça fonctionne pas. Donc, il y a eu plusieurs études scientifiques qui se sont intéressées, pardon,
à l'illusion de la volonté et du contrôle. Donc, si jamais le sujet vous intéresse, je les ai mis juste ici. Et il y a aussi plusieurs études qui se sont intéressées à l'illusion du choix et de contrôle et leur impact sur le bien-être. Parce que dans les faits, on a vu un petit peu plus tôt que ben, si on fait certains choix, on ne les a pas choisis nous-mêmes, donc le choix est en quelque sorte une illusion, mais le fait de faire des choix de façon subjective, même si c'est un peu une illusion, à titre d'individu, ça nous apporte énormément de bien-être. C'est-à-dire que plus on a l'impression, et le mot impression est vraiment important, plus on a l'impression d'avoir du contrôle sur notre environnement, plus on a l'impression que, on a des possibilités, ben dans les faits, souvent, ça va venir énormément réduire notre stress et ce, même dans des conditions d'adversité. Donc, si on peut, par exemple, prédire, choisir et avoir du contrôle sur des situations, mais ça vient énormément réduire le stress et aussi augmenter l'état de bien-être de l'individu. Donc ça, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos chiens? Mais c'est que même si nos chiens n'ont pas de libre arbitre absolu, ben, ils ont quand même intérêt à avoir l'impression d'avoir des options. Donc, par exemple, si on entraîne notre chien en renforcement positif, par exemple, si je demande à mon chien un assis et que mon chien s'assoit, ben, en s'assoyant, il a l'impression qu'il va déclencher une conséquence qui est pour lui positive, c'est-à-dire, par exemple, avoir une séance de jeu ou avoir des récompenses. Donc, à ce moment-là, ben, ça, c'est hyper, hyper, hyper important pour les individus d'avoir du contrôle dans leur environnement. Donc, le contrôle, euh, c'est vraiment un élément qui est naturellement renforçant. Donc, ici, ben, c'est pas une liberté absolue, mais c'est une liberté qui est objective et qui vient nourrir l'optimisme de nos chiens. Donc, l'optimisme et le pessimisme, ce sont aussi deux sujets d'étude assez, qui ont été beaucoup utilisés dernièrement dans les recherches pour justement venir montrer si, par exemple, un animal avait tendance à prendre telle ou telle décision en fonction de si, par exemple, il se sentait plutôt optimiste ou pessimiste. Par exemple, mais si on a un animal qui se sent plutôt optimiste, bien souvent, il va avoir tendance à davantage explorer, à faire face à la nouveauté avec beaucoup moins de stress. Ils vont avoir tendance aussi à être plus persistants, c'est-à-dire ben, si quelque chose ne fonctionne pas, ils vont continuer malgré tout. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un certain degré d'optimisme, autant chez nous que chez nos chiens. Pourquoi? Parce que ça donne en quelque sorte une espèce de vigueur dans la vie et ça nous donne l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses et d'explorer. Donc, à ce moment-là, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour venir exploiter un petit peu cet optimisme-là via le choix et le contrôle? Ben, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est offrir plus d'options à nos animaux. Donc, par exemple, on peut leur donner l'opportunité de choisir entre telle ou telle activité masticatoire. Est-ce que mon chien préfère faire telle ou telle activité? Si on est en train de se promener, puis qu'on voit que notre chien veut prendre un autre chemin que celui qu'on avait décidé au préalable, ben peut-être qu'on peut prendre le chemin qu'il avait décidé. On peut aussi accorder plus de liberté sécurisée, donc par exemple, soit via des promenades sans laisse ou des promenades en longe. Donc ça vient augmenter les possibilités pour le chien. Et aussi, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est renforcer le sentiment de contrôle quand c'est possible. Donc, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas laisser notre chien mordre une autre personne pour qu'il ait l'impression d'avoir du contrôle. Mais par contre, peut-être que si notre chien se sent mal à l'aise dans une situation, ben, on peut respecter les signaux qu'il nous envoie. Comme ça lui donne l'impression qu'il y a du contrôle sur la situation. Et à ce moment-là, ça vient réduire son stress. Le tout, ben, c'est si c'est possible. Donc, par exemple, comment ça pourrait davantage être mis en place au quotidien? Bien, c'est souvent avec nos chiens. Mais lorsqu'on en vient à les caresser, parfois ils vont aimer ça, parfois ils vont pas aimer ça. Mais si on peut être davantage à l'écoute, par exemple, des signaux qu'ils nous envoient quand ils sont mal à l'aise, ben à ce moment-là, c'est une bonne façon de leur donner du contrôle dans une situation de la vie de tous les jours.
Donc, par la suite, on en vient à l'analyse du comportement appliqué. Donc, l'analyse du comportement appliqué, c'est la modélisation qui est utilisée par la majorité des gens qui travaillent en comportement animal et canin. Donc, c'est vraiment une modélisation qui est basée sur le behaviorisme. Donc, si par exemple, les mots conditionnement opérant, conditionnement classique, ce sont des termes que vous connaissez, bien, ça appartient en quelque sorte à la même famille. Donc, l'analyse du comportement appliqué, c'est une approche scientifique qui vient étudier comment l'environnement influence le comportement. Donc, si on revient un petit peu à qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu il y a quelques minutes, en fait, ça fait pas des heures qu'on se parle ou que je vous parle, ben, un petit peu plus tôt, je vous parlais du déterminisme et que le déterminisme, ben, c'est justement un courant de pensée qui vient mentionner que ben, les comportements qu'on produit sont la cause de facteurs préalables. Donc ici, ben, l'analyse du comportement appliqué, ça serait sensiblement la même chose, mais adaptée au comportement ou à la science comportementale. Donc, c'est vraiment très, très, très analogue. Donc ici, je peux vous donner quelques petits exemples. Donc, lorsqu'on utilise l'analyse du comportement appliqué, souvent on va venir utiliser donc la terminologie ABC. Donc, le A, ça va être pour antécédent, le B pour behavior ou comportement et le C pour conséquence. Donc, qu'est-ce qu'on vient essayer de voir dans l'analyse du comportement appliqué? C'est lorsqu'un comportement est produit, ben, qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui s'est passé après? En comprenant qu'est-ce qui se passe avant et qu'est-ce qui se passe après, ça nous permet un peu d'établir une formule mathématique pour être en mesure de voir, mais quand est-ce que le comportement émerge? Donc, ça peut énormément nous faire penser au courant, justement, déterministe au niveau de l'étude du libre arbitre. Donc ici, un exemple que je pourrais vous donner, c'est un premier antécédent pourrait être moi qui se réveille le matin. Peut-être que vos chiens sont pareils, mais lorsque mes chiens m'entendent me réveiller, ben là, c'est un peu le brouhaha dans la maison. Donc là, ils s'en viennent vers moi en courant. OK? Donc même souvent, j'ai un de mes chiens qui arrive, qui me pile dessus, qui me lèche partout. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, donc ici, l'antécédent, ça serait, ben, mon chien entend le fait que je suis en train de me réveiller. Il y a des bruits qui sont produits, qui sont particuliers à mon réveil, que mes chiens reconnaissent bien. Ceci, mais ça vient générer le comportement de course vers moi pour par la suite avoir des contacts sociaux. Donc, les contacts sociaux ici, ça serait la conséquence qui pourrait être perçue comme un renforcement par mes chiens. D'un autre côté, on pourrait aussi avoir une autre situation. Par exemple, j'ai un de mes chiens qui a peur des orages. C'est Zuri, ma chienne qui est la plus âgée. Et lorsqu'il y a des orages, ben à ce moment-là, elle va courir jusqu'à sa petite cachette dans la maison, qui est dans les faits mon bureau. Donc, je suis dans sa petite cachette. Et par la suite, ben, elle va se cacher à cet endroit-là. Donc, ici, ben, qu'est-ce qui vient générer le comportement d'aller se cacher? Ben, c'est le fait d'entendre le tonnerre, c'est la présence du tonnerre. Et qu'est-ce que mon chien vient rechercher comme conséquence? Ben, c'est d'être dans un endroit qui est sécurisant, dans un endroit peut-être où il y a moins de bruit, où le tonnerre est moins perceptible, peut-être. Bref, elle vient chercher du soulagement en allant dans cet endroit-là. Donc ça ici, ça nous permet de voir que les comportements que nos chiens font apparaissent pas du néant, donc ils apparaissent vraiment premièrement, pour répondre à une fonction, pour répondre à un besoin, donc que ce soit le besoin de sécurité, comme on l'a vu dans le dernier exemple, ou le besoin de contacts sociaux dans le premier exemple, ben, ils vont apparaître premièrement d'un besoin et ils vont par la suite aussi être générés par certains contextes. Donc, que ce soit moi qui me réveille le matin ou bien le bruit du tonnerre qui fait en sorte qu'un de mes chiens s'enfuit. Donc, au final, ben, l'analyse du comportement appliqué, c'est vraiment une application directe du déterminisme. Elle permet de décoder la chaîne de causes derrière un comportement et donc d'agir sur les causes plutôt que de juger le chien ou de juger l'humain. Donc, je ne suis pas une mauvaise humaine parce que Zuri a peur du tonnerre. C'est tout simplement des comportements qui sont liés à
plein de causes préalables, bien évidemment, si c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a du tonnerre que je la frappe, bien peut-être que oui, là, on peut me juger, mais autrement, c'est pas un comportement qui dépend de moi. Par contre, qu'est-ce qui dépend de moi? C'est peut-être qu'est-ce que je vais en faire par la suite pour aider mon chien. Donc, pour revenir un petit peu plus sur l'analyse du comportement appliqué et sur le déterminisme, ben en fait, le déterminisme, qu'est-ce que ça veut dire à nouveau? C'est que nos comportements sont le résultat d'un enchaînement de causes, que ce soit génétique, au niveau des expériences, au niveau de l'environnement, au niveau de comment on se sent à l'instant T. Et l'analyse du comportement appliqué, qu'est-ce que c'est? Mais c'est qu'on vient en quelque sorte superposer différentes causes pour établir s'il y a plus de chances que, oui ou non, un comportement se produise. Donc ici, sur la diapositive, on voit des gros golden qui sont couchés dans l'eau. Probablement que s'ils faisaient, par exemple, 0 degré, donc il y aurait encore la possibilité de se coucher dans l'eau parce qu'elle ne serait pas gelée, bien, probablement qu'il n'y aurait pas tendance à se coucher dans l'eau. Pourquoi? Bien, parce qu'il n'y aurait pas de besoin. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a un besoin qui est présent, probablement qui fait assez chaud. Donc à ce moment-là, on a le besoin de se refroidir, ce qui vient créer par la suite le comportement qui est associé, c'est-à-dire se coucher dans l'eau. Donc, si pour vous, l'analyse du comportement appliqué, c'est quelque chose qui était nouveau, mais peut-être que vous allez commencer à voir chacun des comportements que votre chien produit ou que même vous, vous produisez en fonction justement d'antécédents et de conséquences, c'est-à-dire qu'est-ce que ça vous apporte. Peut-être que vous allez rêver, tout comme moi, à ça toutes les nuits. Donc, l'analyse du comportement appliqué, tout comme le déterminisme, vont permettre de décoder la chaîne de causes derrière un comportement et donc d'agir sur les causes plutôt, encore une fois, que juger le chien ou l'humain. Donc, quelques petites notions de plus sur l'analyse du comportement appliqué. Donc, dans tout ce qui peut venir créer un comportement, de façon générale, on va venir les séparer en 4 types de causes différentes. Donc, tout ce qui se passe avant qu'un comportement ait été généré. Donc, par exemple, ici, on a sur la photo un chien qui s'appelle Bruno, qui est un de mes clients, un de mes petits clients à poil, qui peut être réactif en laisse par rapport aux autres chiens. Puis dans les faits, bien, sa réactivité peut être, ou ses comportements réactifs peuvent être modulés en fonction de beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il ne va pas toujours réagir de la même façon, peu importe qu'est-ce qui se passe devant lui. Donc, par exemple, ben, si j'ai à vous expliquer qu'est-ce que c'est que les antécédents distants, ben, les antécédents distants, c'est tout ce qui peut expliquer le comportement d'un individu, mais qui est pas très rapproché dans le temps. Par exemple, ça peut être donc la génétique, donc la race de l'individu. Donc, bien souvent, les chiens de berger vont avoir tendance à être assez réactifs. On a aussi tout ce qui a rapport, par exemple, à l'état de santé. Donc, si on a, par exemple, un chien qui a des allergies, mais ça peut venir faire en sorte qu'il va avoir tendance à être beaucoup plus irritable ou à frustrer beaucoup plus facilement. Et ça, mais ça peut énormément par la suite venir agir sur les autres comportements. Dans les antécédents distants, on pourrait aussi avoir donc l'âge de l'animal. Donc, bien souvent, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'un chien ne sera pas réactif à 2 semaines. Il va commencer à être réactif bien souvent à l'arrivée de l'adolescence. OK? Donc, il va avoir un moment bien particulier où ça apparaît. Et ça, mais ça nous prouve à quel point les causes préalables sont importantes. Par la suite, on va avoir les prédispositions environnementales. Donc, par exemple, ça pourrait être dans quel contexte un chien est promené. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des chiens réactifs. C'est même le problème principal pour lequel les gens consultent. Mais bien souvent, en fonction de l'environnement dans lequel on promène notre chien ne va pas avoir les mêmes réactions du tout. Donc, si par exemple, c'est un environnement qui est plus ouvert, par exemple une promenade dans un champ versus en forêt avec un sentier qui est assez étroit versus en ville où c'est étroit, mais en plus où il y a beaucoup, beaucoup de choses autour, ben tout ça, ça pourrait faire en sorte que notre chien réagit vraiment pas de la même manière. On a aussi les opérations motivationnelles qui ont davantage un lien avec qu'est-ce qui motive le chien à l'instant T. Par exemple, ben ici, qu'est-ce qu'on a découvert avec Bruno, c'est que ben, s'il a pu jouer avec l'autre chien
avant de le rencontrer par la suite, donc de le rencontrer en laisse, ben, il n'est pas du tout réactif. Donc, dans les faits, ben, sûrement qu'il y a un élément de frustration, donc un élément de besoin de contacts sociaux qui vient énormément influencer par la suite comment il va réagir par rapport à une situation. Donc, on pourrait aussi, par exemple, prendre l'exemple d'un chien qui aurait tendance à sauter sur les invités. Bien, pourquoi il saute sur les invités quand les gens arrivent et pas après 2 heures? OK? Donc, ça ici, ça va être motivé par le fait que lorsque les gens arrivent, bien souvent, son besoin de contacts sociaux n'est pas saturé, mais du moment où son besoin de contacts sociaux est saturé, ben, à ce moment-là, on voit que les comportements diminuent. Puis finalement, ben, on aurait le stimulus discriminatif qui serait, ben, par exemple, dans le cas de Bruno, la vue d'un autre chien. Donc à ce moment-là, ben, s'il voit un autre chien ou qu'un chien est dans l'endroit où il peut le voir, mon Dieu, comment c'est clair mon explication. Donc s'il voit un autre chien, on va garder ça comme ça, ben, à ce moment-là, il va réagir. Mais c'est pas tous les chiens qui vont le faire réagir. Donc, par exemple, encore une fois, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, s'il y a eu l'occasion d'être sans laisse avec l'autre chien et de jouer avec lui, ben par la suite, il va plus réagir envers les autres chiens. Puis ça, souvent, ben, les gens vont énormément se demander pourquoi leur chien réagit dans certaines situations et pas dans d'autres. C'est pas de la magie, OK? La raison pour laquelle il réagit dans certaines situations et pas dans d'autres, c'est vraiment une question de calcul mathématique en fonction de plein de variables. Et le métier d'éducateur canin, ben, c'est justement ça. C'est justement le fait d'être en mesure de voir tout ce qui se passe derrière. C'est quoi exactement les causes qui créent les comportements pour par la suite venir un peu démêler les spaghettis et être en mesure d'avoir un plan d'intervention qui fait du sens pour les objectifs. Donc, parfois, on va avoir des chiens qui vont être réactifs en laisse, mais la réaction ne sera pas la même, par exemple, si, oui, c'est un chien qui est devant eux, mais un petit chien versus un gros chien. Donc, à ce moment-là, ben, il y a certains chiens que ça va être tous les chiens, d'autres que ça va être plus discriminé, c'est-à-dire certains chiens versus d'autres, ou ça peut être aussi un chien qui est excité versus un chien calme. Et ça va toujours être dépendant de plein d'autres facteurs. OK? Donc, un des facteurs qui est vraiment important à prendre en considération, c'est le facteur santé. Donc, justement, dans un de mes cours dernièrement, il y avait une chienne qui était réactive, puis elle avait mal à une épaule, puis ça la poussait à être encore plus réactive. Pourquoi? Mais parce que chaque fois qu'elle voyait un autre chien, ben oui, elle aboyait, mais ça lui faisait mal aussi en même temps. Donc, ça créait une espèce de cercle vicieux où ça venait empirer la réactivité. Donc, si vous n'êtes pas officiellement en crise existentielle, peut-être que vous allez l'être très bientôt. Donc, on a vu un petit peu plus tôt ben, qu'on ne fait pas vraiment de choix conscients, ni même nos chiens. Donc, finalement, ben, on n'a pas choisi d'aimer nos chiens, on n'a pas choisi de ressentir de la joie en partageant des bons moments avec eux. On n'a même pas choisi nos valeurs ou nos envies profondes. Donc, finalement, qui sommes-nous? Ça sera pour une prochaine conférence. Mais par contre, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de le fait de comprendre que tout dépend de causes préalables qui ne sont pas vraiment choisies ou décidées, ça nous permet de davantage axer nos interventions, non pas sur le fait de se plaindre, sur le fait de se sentir coupable, mais plutôt sur nos prochaines actions. Donc, ni votre chien, ni vous-même, vous êtes coupable de vos réactions. Ça nous permet aussi de libérer de la place pour la compassion, donc de comprendre ben, tout ce qui se passe derrière une réaction qu'on juge inappropriée de la part de notre chien ou un comportement qu'on jugerait inapproprié. Et ça nous permet d'opter pour l'action au lieu de la rumination. C'est-à-dire qu'on peut se dire, OK, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est venir modifier justement ces éléments-là qui poussent mon chien à tirer en laisse ou à être réactif ou à aboyer. Bref, différents comportements qui peuvent me déranger. Ben, dans les faits, ça vaut vraiment plus la peine de se concentrer sur les prochaines actions à mettre en place pour changer les choses. Donc, ici, on pourrait avoir une petite mise en situation où on aurait un chien qui tirerait en laisse. Et quel serait le contexte dans lequel il viendrait tirer en laisse? Ça serait, par exemple, si il est en train de marcher sur un sentier sur lequel du gibier a marché récemment. Donc, à ce moment-là, ben, ça vient laisser une espèce de trace avec plein d'odeurs qui sont hyper stimulantes pour les chiens.
Donc, à ce moment-là, lorsque le chien sent ces odeurs-là, lorsqu'il en a conscience, ben, il se met à tirer. Et tirer, ben, qu'est-ce que ça fait? Mais ça lui rapporte l'accès, à plus d'odeurs et à plein d'informations captivantes. Donc, au final, ben, c'est un comportement qui va être hyper renforcé chez le chien si on lui apprend que ben, plus il va aller de l'avant, il a juste à tirer davantage sur sa laisse pour avoir davantage accès aux odeurs. Donc, à ce moment-là, ben, il y a différentes solutions qu'on pourrait mettre en place au niveau des antécédents, c'est-à-dire qu'est-ce qui crée le comportement, qu'est-ce qui arrive avant le comportement. On pourrait utiliser une longe. On peut se dire parfois que d'utiliser une longe, c'est simplement de déplacer le problème un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il va tirer, mais avec plus de distance par rapport à nous. Mais dans les faits, souvent, juste le fait d'avoir plus d'espace et plus de possibilités, nos chiens ont tendance à moins tirer. Donc ça serait une première possibilité. On pourrait aussi venir changer d'heure de promenade, c'est-à-dire que ben, si c'est par exemple tôt le matin que vous promenez, mais souvent il y a eu beaucoup d'activités la nuit et tôt le matin de la part des petits animaux de la faune. Donc à ce moment-là, ça va laisser plus d'odeur. En plus, le matin, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a souvent plus d'humidité et l'humidité vient conserver encore plus les odeurs. Donc tout ça, c'est les éléments réunis pour que ça soit hyper stimulant pour votre chien. C'est un peu comme s'il y avait des rondelles de saucisses un petit peu partout au sol, mais qui étaient impossibles à voir pour vous, mais il y a seulement votre chien qui en a conscience. Donc souvent, on ne se rend pas compte à quel point le monde olfactif de nos chiens, c'est hyper puissant et c'est hyper présent pour eux, même si nous, on ne vit pas dans ce monde-là. Donc, bref, de changer l'heure de promenade, ça pourrait définitivement aider, juste d'aller se promener un petit peu plus tard. On pourrait aussi se dire, ben, je vais faire bouger mon chien avant la promenade. Pourquoi? Ben, parce qu'on va venir davantage le saturer au niveau de l'exercice physique. Donc, ça va lui donner un peu moins de motivation par la suite pour tirer sans cesse sur la laisse. Ça ne va pas venir complètement enlever les comportements, mais par contre, juste le fait de faire ça, ça peut énormément aider à diminuer la persistance des comportements ou leur intensité. Donc, on pourra aussi se dire, ah ben par rapport à la même situation, donc par rapport au même antécédent, lorsqu'il y a des odeurs intéressantes sur un sentier, ben on pourrait apprendre à notre chien à aller sentir sur commande, mais lorsqu'il ne tire pas, on pourra aussi pratiquer avec lui des petits exercices. Un exercice que j'aime beaucoup, c'est l'exercice de marche pas à pas où j'apprends au chien à ne pas tirer en laisse simplement en déposant de la nourriture à côté de mon pied pour chacun de mes pas. Donc, à ce moment-là, évidemment, j'utilise la portion de nourriture du chien parce que sinon, il deviendrait immense. Mais ce que ça me permet de faire, c'est vraiment de guider le chien hyper facilement à rester dans la bonne position. Et c'est hyper facile parce que j'ai pas besoin vraiment d'y penser. Je me dis juste, ben, pour chaque pas que je fais, je mets de la nourriture au sol. Et au final, ça aide les chiens à rester plus calmes. C'est hyper motivant pour eux parce qu'ils ont beaucoup de récompenses et c'est hyper simple à appliquer. Donc ça ici, c'est des solutions que je pourrais venir utiliser avant que le chien tire pour venir générer des nouvelles réactions, des nouveaux comportements qui seraient plus appropriés. Ou bien, ben, on pourrait aussi venir agir sur la conséquence, c'est-à-dire ben, lorsque mon chien commence à tirer, ben, est-ce que je le laisse aller ou bien est-ce que je le retiens? OK? Donc à ce moment-là, ben, si on change de direction, quand il a tendance à tirer sur la laisse ou si on recule et qu'on le récompense lorsqu'il revient vers nous, ben, à ce moment-là, on va être en mesure de, en quelque sorte, couper l'accès à la conséquence, c'est-à-dire l'accès à plus d'odeur. Donc, personnellement, ben, si un client vient me voir puis qu'il y a un tout petit chien qui a tendance à tirer en laisse dans ces circonstances-là, ben, si ça ne dérange pas la personne, je pense pas que c'est un problème en soi. Je pense par contre que ça peut être une problématique si le chien est toujours en état d'hypervigilance ou si on a un chien qui, par exemple, ben, est assez gros, donc à ce moment-là, mais qui a plus de chances de blesser son humain ou que ça devient vraiment désagréable pour l'humain. Donc parfois, on se dit, ah, mon chien doit faire ci ou doit faire ça. D'après moi, on doit davantage se concentrer sur qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui est important pour notre chien, plutôt que qu'est-ce qui est supposé être un bon chien en société. Donc, si on a un petit chien, même s'il tire un peu sur sa longe, c'est pas la fin du monde. Si on a un chien plus gros, ben il faut prévoir qu'un jour, peut-être qu'il va y avoir de la glace au sol et peut-être qu'on va regretter d'avoir accepté d'être le traîneau qu'il tire.
Donc, euh, c'est pas mal tout au niveau de ma conférence. Donc, je voulais savoir si vous aviez des questions ou si vous aviez des commentaires jusqu'à maintenant. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat box au besoin. Donc, ça va me faire plaisir d'y répondre. Que Donc, il y a Audrey qui demande comment réaliser l'exercice si le chien a une muselière étroite. Ben, qu'est-ce que je recommanderais? Ça serait une muselière de type panier. Il y a les muselières de Muzzle Movement qui sont vraiment très, très chouettes parce qu'elles permettent quand même d'avoir un bon niveau de sécurité, mais elles sont beaucoup plus ouvertes. Donc, ça permet au chien de respirer, de boire et aussi de prendre assez facilement des récompenses parce que de la façon que c'est fait, ben, il y a plus d'espace entre chacun des embranchements. Donc, à ce moment-là, ben, je pense que ça serait une meilleure opportunité qu'une muselière qui est étroite, donc qui restreint beaucoup le chien, premièrement, tout au long de sa promenade, mais qui aussi ne permet pas par la suite de venir utiliser différentes sources de renforcement. Que Donc, on a Isabelle qui vient d'envoyer un commentaire. Donc, pour faire suite à ta dernière diapo, quand mon chien tire pour aller sentir quelque chose et que je recule, il fait un très petit retour vers moi avant de retourner vers l'odeur. Est-ce que je devrais exiger qu'il revienne complètement vers moi avant de laisser aller vers l'odeur? Mais je pense que ça dépend vraiment de plusieurs choses. Premièrement, ça peut dépendre de qu'est-ce qu'on recherche comme résultat final. Si personnellement, ça ne vous dérange pas, ben, qu'au lieu de revenir complètement, qu'ils reviennent légèrement, mais qu'ils soient déjà prêts à retourner, c'est pas la fin du monde. OK? Par contre, si ça nous dérange, que c'est quelque chose qu'on veut venir arranger en quelque sorte, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est soit vraiment insister pour que le chien continue le comportement. Donc, on peut simplement prendre une voix enjouée, reculer lorsque le chien revient vers nous complètement. Mais à ce moment-là, on peut lui dire un mot spécifique, comme par exemple go ou OK, et on le laisse aller. Ou bien, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est d'ajouter un comportement qui est payant entre les deux. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a tendance à toujours, par exemple, rappeler notre chien pour le renvoyer sentir une odeur par la suite? Ce que ça va créer, c'est que le chien anticipe le fait qu'on le renvoie par la suite. Donc, il va avoir tendance à être magnétisé vers la source de l'odeur. Il va juste vouloir y retourner et il va avoir vraiment du mal à compléter le comportement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là? C'est par exemple rappeler notre chien, il revient vers nous et on va pouvoir venir lui donner des récompenses, ses récompenses préférées pour rester proche de nous pendant quelques secondes avant de finalement lui dire OK, go ou vas-y et de l'envoyer par la suite sentir qu'est-ce qu'il voulait sentir au départ. Donc, le fait de venir créer un autre comportement qui vient en quelque sorte bloquer le fait d'aller sentir directement après le rappel, ça va nous aider à venir stopper l'anticipation. Euh, Donc, on a Morgane qui dit que elle aussi, ben justement, elle a un très, très gros chien et que quand il tire, qu'elle fait le drapeau derrière. Ça donne quand même quelques pistes de solutions. Donc, vous allez quand même au courant du défi, aller voir, vous allez avoir accès à plusieurs solutions, mais souvent d'agir un peu en amont, de choisir les bons lieux de promenade, de faire bouger un petit peu nos chiens avant, ça aide énormément. Donc, il y a Admin qui mentionne qu'elle a un très petit chien qui, quand une odeur l'intéresse vraiment, se couche quasi sur le sol pour pas qu'on le tire en arrière. Le problème avec elle, c'est qu'elle est hyper gourmande et qu'elle a tendance à produire un mauvais comportement pour qu'on la rappelle et qu'on lui donne une friandise. Donc, j'aurais tendance à penser que si on voit vraiment que le chien se couche au sol et qu'il se raidit pour pouvoir continuer à sentir, bien, probablement qu'il ne le fait pas pour avoir de la nourriture par la suite. OK? Parce que souvent, quand on voit qu'un chien produit un comportement pour avoir de la nourriture par la suite dans un contexte de marche en laisse, mais par exemple, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est avancer, tirer sur la laisse, puis nous regarder. OK? Donc, ils ne vont pas s'obstiner dans le comportement. Ils vont produire le comportement et par la suite, ben, vérifier si l'action qu'ils ont produite a eu la conséquence qu'ils voulaient.
Donc ici, ben, j'aurais tendance quand même à, lorsque ça se produit, de juste insister avec une voix enjouée, tirer délicatement sur la laisse, c'est un peu comme si on avait un petit poisson au bout de notre laisse. Donc, on tire délicatement, on rapproche le chien. Et lorsque le chien est revenu via la laisse ou par sa propre volonté, à ce moment-là, on peut le récompenser avec la nourriture. Donc, moi, je viendrais quand même récompenser mon chien. Et j'aurais l'impression que ce comportement-là viendrait à être réduit avec le temps, peut-être pas réduit à 100%, mais souvent réduit en termes d'intensité. Donc, c'est-à-dire que au lieu de se coucher au sol, de rester bloqué et de plus vouloir avancer ou reculer, ben à ce moment-là, ben, peut-être qu'elle va légèrement sentir au sol, mais dès qu'on va la rappeler et ou créer une tension sur la laisse, le chien va revenir vers nous. Donc, à ce moment-là, je pense que ça pourrait quand même être une bonne option. Donc, j'irais vraiment vers ce type de solution-là pour le chien, a priori, en connaissant rien d'autre sur la situation. Ici, ça serait pas une question de laisser le chien décrocher par lui-même. C'est juste de, par exemple, ah, ben notre chien commence à sentir au sol et, par exemple, c'est un comportement qu'on veut arrêter pour X raison. Ben, à ce moment-là, on pourrait se dire, OK, ben quand je le rappelle, je veux absolument qu'il revienne. Donc, à ce moment-là, on va insister et par la suite, on va venir le récompenser. Donc, ici, il ne s'agit pas d'attendre que le chien par lui-même revienne vers nous, mais c'est vraiment tout simplement de créer une légère tension sur la laisse et finalement, mais lorsque le chien revient vers nous, on vient marquer et récompenser. Donc, on crée une légère tension sur la laisse, mais on fait juste créer un léger désagrément et finalement, mais lorsque le chien finit par revenir vers nous, on marque et on récompense. Donc, je pense quand même que c'est important d'apprendre à nos chiens à aller sentir sur commande, d'avoir un mot de relâchement. Donc, pour moi, une promenade en laisse, ça ne devrait pas être un moment où notre chien, pendant 1 heure, il est en train de nous regarder sans jamais tirer, sans jamais rien faire et qu'il ne peut rien faire d'autre. Pour moi, c'est vraiment important qu'ils puissent vivre leur vie de chien parce que c'est souvent un petit peu leur seul moment où ils peuvent vraiment en être un. Donc, à ce moment-là, j'ai tendance à beaucoup aimer le fait de leur apprendre, par exemple, à les sentir sur commande, leur apprendre à chercher des trucs aussi sur commande, ça permet de un peu les calmer. Et aussi, ben, j'aime beaucoup le fait de les promener en longe, leur laisser un petit peu plus de longueur de laisse en quelque sorte. Comme ça, ben, ça a souvent tendance à réduire en amont ce genre de comportement-là. Il y a Morgane qui demande si ça serait une bonne idée d'utiliser la longe pour son chien réactif. Euh, pour moi, ben, ça dépend de plusieurs choses. Et un des éléments qui est important pour moi, c'est le contexte de promenade. Donc, si c'est des promenades qui sont en ville avec un contexte d'imprévisibilité élevé, ben, je pense que la longe est vraiment moins pertinente et peut-être même une option un peu plus risquée. Mais par contre, c'est des promenades en nature et que ben, parfois, il peut en venir à être réactif quand il voit des gens ou des chiens au loin. Mais je pense vraiment que la longe, ça serait plus approprié parce qu'en plus, ben, si c'est le cas, ben, même si quelque chose arrive au loin, on a vraiment du temps pour pouvoir par la suite réagir. Donc, moi, j'irais vraiment soit pour une laisse courte, normale, si c'est des promenades en ville, mais une longe si on a accès à un petit peu plus d'espace. Il y a Audrey qui demande est-ce que c'est possible d'avoir accès à la suite des vidéos du premier cours? À ce moment-là, ben, c'est dans le cadre du cours Focus et Fondation. Justement, avec le code promo Rentrée 30, vous avez accès à 30% de réduction sur le cours. Donc, ça revient c'est assez accessible comme prix. On a Natacha qui demande, est-ce qu'on peut se servir uniquement d'une longe de 5 mètres en ville et adapter la longueur selon les circonstances? Ça dépend de où est-ce qu'on habite, c'est-à-dire que certaines municipalités en fait, ça dépend si vous habitez en Europe ou au Québec. Au Québec, c'est des laisses de 1,80 m qui sont permis sur la voie publique de façon générale. À ce moment-là, ben, si vous habitez au Québec, il vous faut une laisse plutôt courte. Selon moi, ça peut venir quelquefois créer plus de problèmes, étant donné que ça s'applique même si on habite dans une région, par exemple, où on n'a pas de voisins, mais on marche sur une voie publique.
Mais en Europe, je pense qu'il y a une tolérance qui est accrue par rapport aux chiens en longe. Donc à ce moment-là, ben, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, surtout si on a un chien qui, par exemple, n'est pas réactif, n'a pas tendance à aller sauter sur les gens ou avoir des comportements qui sont impulsifs. Ben oui, on pourrait tout à fait avoir une longe et gérer la longueur en fonction de qu'est-ce qu'on rencontre. Pour moi, c'est probablement qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les balades en ville si c'est permis. Donc, on a Megan qui demande, j'ai plusieurs clients avec des chiens à l'instinct de chasseur vraiment élevé. C'est vraiment très difficile de détourner avec de la nourriture. Ils s'en fichent royalement. Est-ce que saturer leur instinct de chasse pourrait aider? Euh, oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est par exemple avant une promenade, ben, de jouer un peu par exemple au frisbee avec le chien ou de jouer à la balle. Je sais qu'en Europe, c'est un petit peu moins populaire. Mais personnellement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de problème de façon générale. Bref, qu'est-ce qu'on veut? C'est un peu venir offrir cette récompense-là aux chiens. Donc, parce que le frisbee et la balle, ça vient en quelque sorte mimer l'instinct de prédation. Donc, oui, ça pourrait être une solution. Et une autre des solutions, ça serait de venir créer un état d'éveil plus bas pour les chiens lors des promenades, c'est-à-dire de leur apprendre à rester un petit peu plus calme en promenade, à faire des jeux de recherche de nourriture. Ça aide énormément, un, à diminuer l'instinct de prédation, mais aussi ça aide à augmenter la motivation pour la nourriture qui reste, somme toute, très utile pour pouvoir gérer les chiens au quotidien durant les promenades. Sinon, le fait de venir rediriger aussi le chien sur un jouet ou de lui demander des comportements, du genre reviens vers moi, mais pour jouer avec nous, ça peut aussi être une option. Donc, je vais répondre à une dernière question ici. Par contre, si vous en avez d'autres par la suite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement nous écrire à info@commercial-évolutioncanine.ca, puis on va y répondre. Donc, on avait ici la question de Myriam, qui a un malamute qui a tendance à s'empiffrer une fois par promenade. Donc, il va trouver un truc au sol, il va le manger. Et Myriam se demande, ben, pourquoi il a tendance à produire ce comportement-là? Donc, premièrement, ben, il faut un peu comprendre d'où viennent nos chiens. Il y a certaines personnes qui croyaient avant qu'on avait été capturés dans des cavernes et des louveteaux et qu'on les a maintenus en captivité et qu'au final, on les a reproduits et que ça a créé nos chiens d'aujourd'hui. Maintenant, on sait que l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a des loups qui se sont approchés des villages et que ben, les loups qui étaient les plus dociles, qui avaient moins tendance à avoir peur de l'homme, ben, avaient tendance à manger les déchets qui étaient laissés par les humains. Et au final, ben, les loups se sont un peu auto-domestiqués, sont devenus des chiens par le fait que, ben, ils étaient attirés par nos déchets. Donc, quand on se promène avec notre malamute et qui mange des déchets, ben, c'est tout simplement l'évolution qui parle derrière. Donc, il fait aller un petit peu son instinct de charognard. Donc, c'est rien qui est anormal, c'est un comportement typiquement canin. Donc, ici, il n'y a rien à s'inquiéter. Personnellement, ce que j'apprendrais à mon chien, si c'était le cas, ça serait probablement avoir un bon rappel. OK? Comme ça, quand on voit que, ah, il commence à s'intéresser à quelque chose, on le rappelle et on le récompense. On peut détourner ce qui est un peu dégueulasse au sol. Comme ça peut vraiment nous aider à gérer la situation. Et on peut aussi apprendre à notre chien à laisser, c'est-à-dire lui apprendre le fait que lorsque quelque chose au sol, ben, ça veut dire de te détourner et de revenir vers moi. OK? Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait apprendre à notre chien. Donc ça ici, c'est un petit peu les deux exercices que je suggérais de pratiquer, qui peuvent être soit trouvés gratuitement sur YouTube, mais sinon pour nous faire un petit peu de publicité, c'est aussi des exercices qui sont offerts dans le cadre du cours Focus et Fondations, justement. Donc, qui était le premier cours gratuit sur l'entraînement auquel vous avez eu accès. Ben, par la suite, c'est offert dans le cadre du cours Focus et Fondations. Donc, au final, aussi, ben, qu'est-ce qui pourrait être fait? C'est lors des promenades, ben, avoir de la nourriture sur nous. Comme ça, on va être en mesure de le distraire par rapport au reste de l'environnement. C'est sûr que si sur nous, ben, il y a soit rien d'intéressant ou de simples croquettes sèches, ça risque de peut-être moins intéresser notre chien qui va avoir plus tendance à
sentir au sol. Par contre, si notre chien se rend compte que c'est hyper intéressant d'être avec nous puis qu'on a des récompenses hyper payantes, il va avoir moins tendance à sentir au sol et qui dit moins tendance à sentir au sol, moins tendance à aller chercher les objets au sol. Euh, donc, euh, aussi, un autre truc qu'on pourrait apprendre à notre chien dans ces circonstances-là, ça serait à donner. Comme ça, ben, s'il trouve un objet et qu'il l'a en bouche, ben, le fait d'être capable de lui reprendre, ça pourrait aussi venir compléter le topo et nous aider à avoir un petit peu plus de contrôle dans ces situations-là. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. J'espère que vous avez aimé la petite conférence d'aujourd'hui. On va se revoir dans 2 jours, encore une fois pour une conférence un petit peu plus poussée, dans laquelle on va utiliser une étude scientifique pour venir explorer qu'est-ce que c'est que la désobéissance, la perception chez le chien. Comme ça, on va pouvoir davantage démystifier certains trucs. Donc, encore une fois, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à info@commercial-evolutioncanine.ca. Ça va nous faire plaisir de vous répondre.